C'est parti. Bonjour tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus à cette introduction à la modélisation statistique illustrée avec XLStat. Mon nom est Jean-Paul Malouf. Je travaille en tant que consultant en analyse de données à XLStat. Et plusieurs personnes parmi vous m'ont déjà écouté dans le cadre des 3 webinaires précédents, donc sur la description, l'exploration et les tests statistiques. Donc ce webinaire-là s'inscrit dans la continuité de ces 3 premiers webinaires. Comme d'habitude, je vais essayer d'éviter d'avoir des approches trop mathématiques, mais je vais plutôt favoriser une approche intuitive des choses. Et vous avez le droit de poser des questions, évidemment, dans la fenêtre de chat à tout moment. Je vais essayer de mettre en place 2 sessions de réponse à des questions, donc un moment au milieu du webinaire, un autre moment à la fin. Alors je vous demande de ne pas utiliser la fonctionnalité lever de la main. Si vous avez des questions à poser, posez-les directement dans la fenêtre de chat. Vous avez des documents à disposition, donc le document de présentation ainsi que le fichier Excel contenant les données qui vont servir à illustrer ce webinaire. Donc dans la section documents à distribuer, n'hésitez pas à les télécharger. Donc ces documents-là contiennent entre autres des liens vers les enregistrements des sessions précédentes et vers une inscription pour le dernier webinaire de la saison qui aura lieu la semaine prochaine. On y va. Le plan. On va commencer comme d'habitude par une présentation de XLStat. Avant d'enchaîner sur les catégories dans lesquelles on peut ranger les outils de statistique. Ensuite, on fera un rappel sur les tests statistiques. Donc, c'était le dernier webinaire effectué pendant cette saison. Avant de basculer sur la modélisation statistique. Donc, je vais commencer avec des principes et un exemple vraiment très caricatural. Ensuite, on parlera donc de régression linéaire simple et d'ANOVA. On va parler de principes, on fera une démonstration de régression linéaire simple et on va interpréter les sorties dans XLStat. Puis on va parler d'hypothèses sur les résidus et un diagnostic graphique du respect de ces hypothèses-là. Donc ce sont des hypothèses à respecter pour que notre modèle soit fiable. Ensuite, nous illustrerons une régression linéaire multiple avec les différentes mises en garde qui entrent en jeu, comme le surajustement et la multicollinéarité. Donc, on va voir de quoi il s'agit. On va faire une démonstration XLStat aussi sur cette régression linéaire multiple. Ensuite, je vous indiquerai un guide de choix d'une méthode de modélisation en fonction de vos données et de vos questions. Et à la fin, donc, vous avez des annexes dans lesquelles j'entrerai pas dans les détails, donc je vous invite à les découvrir. Donc, les annexes comportent entre autres des outils de diagnostic alternatifs aux hypothèses sur les résidus et des outils de modélisation alternatifs par rapport aux outils de modélisation plutôt linéaires qu'on va voir aujourd'hui. Qui sommes-nous? Nous sommes XLStat, donc un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel sous PC et sous Mac. Parmi vous, il y a déjà pas mal de gens qui ont déjà testé le logiciel. Celles et ceux qui ne l'ont pas encore testé, vous aurez un petit aperçu aujourd'hui. Alors XLStat, c'est un logiciel en pleine croissance et qui a une équipe grandissante. Donc tout a commencé en 93, le développement. La première vente a eu lieu en 96 sur Internet. En 2000, la société Adinsoft a été créée. C'est la société qui actuellement développe le logiciel. En 2006, il y a une nouvelle version, XLStat, qui a vu le jour avec 2 types de code, donc le code VBA pour l'interface et le code C++ pour les calculs. En 2009, nous avons eu de nouvelles offres modulaires qui ont été transformées en offres produits en 2015. En 2015, nous avons vu notre équipe grandir. Moi, je suis arrivé en 2014, nous étions 4. Aujourd'hui, nous sommes 22 ou 24. En 2016, la version cloud de XLStat a vu le jour, donc XLStat 365, qui aujourd'hui comporte une douzaine de fonctionnalités accessibles sur Internet, sur Excel 365. Ensuite, une autre innovation en 2016, une autre grande nouveauté en 2016, c'était la sortie de XLStat Free. Il s'agit de la version gratuite de XLStat qui est limitée en termes de nombre de fonctionnalités.
et qui permet d'utiliser ces fonctionnalités sans avoir de clé de licence. En 2017, donc on a une grande nouveauté aussi, une intégration avec le logiciel R, qui est un logiciel d'analyse de données qui fonctionne en ligne de commande, qui est open source. Aujourd'hui, XLStat offre une interface qui permet d'appeler des fonctionnalités R à partir de boîtes de dialogue XLStat. XLStat en quelques chiffres, c'est plus de 200 fonctionnalités statistiques réparties dans des solutions généralistes ou orientées métiers. C'est 22 à 24 salariés aujourd'hui à l'écoute des utilisateurs. Le logiciel est disponible en 7 langues. Nous avons plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde. Il y a 220 000 visites par mois sur le site web et 10 000 téléchargements par mois. Alors, les 4 catégories dans lesquelles on pourrait ranger les outils statistiques. Tout d'abord, les statistiques descriptives, les outils de statistiques descriptives qui permettent de résumer des données grâce à des calculs ou des graphiques simples, comme les moyennes, les écarts types ou les boxplots. Donc là, on décrit des jeux de données univariés ou bivariés, ou voire à 3 variables. Et on permet donc de retirer des informations simples de ces jeux de données-là. L'exploration statistique permet de plonger facilement dans un gros jeu de données sans forcément avoir une question précise derrière la tête, comme l'ACP ou des outils typiques. Là-dedans sont les outils de réduction de la dimensionnalité tels que l'ACP ou les outils de segmentation tels que la classification ascendante hiérarchique. L'exploration permet elle aussi d'extraire de l'information à partir de jeux de données multidimensionnels, donc à plus de 2, 3 ou 4 variables. La description et l'exploration permettent d'explorer les données et d'émettre des hypothèses. Ces hypothèses peuvent être testées, donc peuvent être acceptées ou rejetées en assumant des risques d'erreur via ce qu'on appelle les tests statistiques, qu'on a vu lors du dernier webinaire. Donc typiquement dans les tests statistiques, on a le test T, on a l'ANOVA, on a le Qui2, on a la corrélation. Et enfin, aujourd'hui nous allons parler de modélisation. La modélisation comprend des outils statistiques qui permettent de comprendre comment évolue un phénomène en fonction d'un ensemble de paramètres. La modélisation comprend notamment la régression, l'ANOVA, l'ANCOVA. Nous avons déjà exploité un webinaire par chacune de ces composantes, donc description, exploration et test. Vous avez accès aux enregistrements en cliquant sur le fichier que vous pouvez télécharger, le fichier de présentation que vous téléchargez. Vous avez les liens pour accéder aux enregistrements. Aujourd'hui, nous parlons de modélisation et nous allons nous focaliser surtout sur la régression linéaire aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons un peu plus en détail de l'ANOVA qui peut être elle aussi perçue en tant qu'outil de modélisation. Donc on va le voir tout à l'heure. Donc le 6 décembre, vous avez une introduction à l'ANOVA et vous pouvez vous inscrire en cliquant là-dessus. Petit rappel sur les tests statistiques. Alors les tests statistiques, comme je vous l'ai dit, permettent de valider ou de rejeter une certaine hypothèse en prenant des risques d'erreur, évidemment. Alors, si on part d'une question, la moyenne A est-elle significativement différente de la moyenne B? Un test statistique implique systématiquement 2 hypothèses, une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Ces 2 hypothèses s'opposent. L'hypothèse nulle implique en général une absence de différence ou de relation, ou implique en général une égalité, en termes un peu plus simples. Par exemple, la moyenne de A est égale à la moyenne de B, ou la différence entre A et B est égale à 0. L'hypothèse alternative peut s'écrire sous cette forme-là. Elle implique une idée de différence. Exemple, moyenne A est différente de moyenne B. Donc elle peut s'écrire aussi si elle est unilatérale avec un signe inférieur ou supérieur. Bon, mais il y a toujours cette idée-là de différence qui vient s'opposer à l'idée d'égalité soulevée dans l'hypothèse nulle. Un test statistique permet à partir d'un jeu de données de calculer ce qu'on appelle une p-value. Et la p-value est un chiffre compris entre 0 et 1. La décision de rejet
d'une certaine hypothèse et de l'acceptation d'une autre, donc là notamment c'est le rejet de l'hypothèse nulle et de l'acceptation de l'hypothèse alternative, se base sur ce chiffre-là. Donc si la p-value est inférieure à un certain seuil de risque prédéfini alpha, on rejette H0 et on accepte HA. Donc le seuil alpha est défini par l'utilisateur. Si la p-value tombe en dessous de ce seuil, on peut rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative en prenant un risque proportionnel à la p-value de nous tromper. Donc j'avais besoin juste de ce petit rappel avant de basculer sur la modélisation statistique. Là, on entre dans le vif du sujet. On va commencer à parler de principes en partant. Alors, je cherche à comprendre la manière dont évolue un phénomène en fonction d'un ensemble de variables. Les principes. Un modèle statistique est une représentation simplifiée et chiffrée d'un phénomène. Donc, il nous permet de mieux comprendre la réalité, voire de faire des prédictions. Donc, à partir du moment où vous pouvez chiffrer un certain phénomène de manière vraiment très simplifiée, vous êtes en train de faire de la modélisation. Et cette modélisation permet donc de mieux comprendre ce que vous observez. Alors, je prends un exemple très caricatural. Je vous pose une question. On vous demande quelle est la taille des Français. Et il y a différentes manières de répondre à cette question. Je vais commencer avec la manière un peu pénible, si j'ose dire. Donc, on dispose de ce tableau contenant l'info de taille d'un échantillon représentatif de 200 Français. La première manière, pas très pratique de répondre à cette question en me basant sur ce tableau-là, c'est de réciter l'intégralité du tableau ligne par ligne. Donc vous êtes dans un congrès et vous devez répondre à cette question et vous récitez l'intégralité de ce tableau ligne par ligne. Vu que c'est un tableau représentatif de la population française, vous vous dites que, bon, en récitant les différents chiffres, vous êtes en train de vous rapprocher de la réalité. Il y a une manière un peu plus simple peut-être de répondre. Vous calculez la moyenne et l'écart type de vos données et vous contentez de fournir ces deux chiffres-là. Donc avec une moyenne et un écart type, il s'agit de deux chiffres, vous êtes en train de simplifier la réalité ou la vérité qui se cache derrière ce tableau-là. Même si ce n'est pas aussi précis que de réciter ligne par ligne chaque chiffre, vous êtes en train de capturer cette réalité en deux chiffres. Vous êtes en train de faire de la modélisation statistique. Donc représenter la taille des Français par deux chiffres, une moyenne et un écart type, est une manière de modéliser cette taille, une manière très simple de modéliser cette taille. Alors, je reviens sur cette définition-là, et donc je vais la relire à la lumière de l'exemple qu'on vient de développer. Alors, un modèle statistique est une représentation simplifiée et chiffrée d'un phénomène. Il nous permet de mieux comprendre la réalité, voire de faire des prédictions. Alors imaginez-vous votre assemblée pendant votre congrès, pendant votre séminaire. Votre assemblée retiendra beaucoup plus facilement l'information si vous la fournissez sous forme de deux chiffres plutôt que sous forme d'un tableau Excel que vous récitez ligne par ligne. Alors techniquement, comment est-ce qu'un modèle statistique fonctionne? Si on considère un modèle un petit peu plus complexe qu'une moyenne, un écart type. Un modèle permet d'expliquer une variable qu'on appelle variable à expliquer ou variable dépendante avec des variables qu'on dit explicatives ou qu'on dit aussi indépendantes via des équations mathématiques impliquant des paramètres. Donc un modèle permet toujours d'expliquer une variable ou plusieurs variables d'ailleurs dans certains modèles. Et cette variable, on l'appelle la variable à expliquer ou dépendante. On explique cette variable par des variables dites explicatives ou indépendantes. Et la jonction des deux se fait via des équations mathématiques qui impliquent ce qu'on appelle des paramètres ou des coefficients. Alors dans le cas très caricatural de la moyenne, on n'a pas vraiment de variable explicative. On a juste une variable qu'on cherche à expliquer, qui est la taille. Cette variable, c'est la taille des Français. Alors,
Illustration avec un modèle un petit peu plus complexe que celui de la moyenne et de l'écart type, la régression linéaire simple. Je vais commencer avec les principes, puis je vais faire une démonstration XLStat et je vais interpréter les sorties de XLStat. Je pars d'un exemple, le fameux exemple de la plateforme de vente de chaussures en ligne, que bon nombre d'entre vous connaissez déjà. Alors il s'agit d'un jeu de données de clients en ligne, donc des individus, des clients d'une plateforme de vente de chaussures en ligne qui sont décrits par différentes variables en colonnes, donc leur origine, leur sexe, leur taille, leur pointure, leur poids, etc. Donc en ligne, j'ai mes individus, en colonne, j'ai mes variables. Donc, sachez entre parenthèses que, en général, dans les logiciels statistiques, on recommande d'avoir les données sous ce format-là, c'est-à-dire des individus en ligne et des variables en colonne. Donc là, nous avons des variables qualitatives, l'origine, le sexe, et des variables quantitatives telles que la taille, la pointure ou le poids. Question. Comment le montant de la facture, qui est cette colonne-là, varie-t-il en fonction du temps passé sur le site? Est-ce que ce montant augmente, diminue? Est-ce que la relation est complètement aléatoire? Voilà la question qu'on se pose. Première chose qu'on pourrait faire, ce qui est assez intuitif, c'est peut-être de dessiner un graphique, de regarder vraiment à quoi ressemblent les données point par point. On pourrait dessiner ce graphique-là. Donc le montant de la facture en fonction du temps passé sur le site. Il s'agit d'un nuage de points. Donc on pourrait, en regardant ce nuage de points-là, se dire que le montant de la facture diminue linéairement en fonction du temps passé sur le site. Donc on peut partir sur une droite, par exemple, pour décrire cette relation-là, pour simplifier ce nuage de points-là. On aurait pu partir sur quelque chose de plus courbe aussi. C'est à nous de choisir. Mais je vous propose de partir sur une droite. Et cette droite n'est autre qu'une régression linéaire simple. Donc qui peut être représentée par l'équation y égale à x plus b. Donc voilà, régression de mon temps de facture par temps passé sur le site. Alors comment est-ce que je peux représenter le modèle type droite, type régression linéaire simple? Voilà. Ce y égale à x plus b, je peux le traduire de la sorte là. Là, mon y, il est là, le montant de la facture, est égal à x, le temps passé sur le site, plus b. Le a n'est autre que la pente de la droite. Donc là, on s'imagine que cette pente va être négative, parce que la droite a une pente descendante. Le b est l'ordonnée à l'origine. Ça va être le point d'intersection entre l'axe des y et le modèle, donc la droite. Alors, comment est-ce qu'on appelle tous ces éléments-là? Y, ici, est la variable dépendante ou variable à expliquer. Et x, donc le temps passé sur le site, est la variable explicative. Dans une grande majorité des cas, en modélisation statistique, on place la variable dépendante ou la variable à expliquer sur l'axe des y. En revanche, on place là où les variables explicatives sur un axe des x ou sur un plan x. A et B, vous l'aurez deviné, sont ce qu'on appelle des paramètres ou des coefficients. Alors comme je vous ai dit, un modèle statistique techniquement permet de joindre des variables explicatives avec des variables à expliquer dans une équation mathématique impliquant des paramètres. Dans le cas de la régression linéaire simple, ces paramètres sont une pente et une ordonnée à l'origine. Alors voilà notre manière de simplifier la réalité. Un modèle qui a la forme d'une droite. Donc on a résumé ce gros nuage en une droite. On va perdre évidemment de l'information, une certaine information portée par le nuage parce qu'on a tout simplement projeté sur une droite, mais bon,
Et c'est plus facile pour nous d'utiliser cette droite-là pour comprendre la réalité des choses. Justement, en parlant de cette perte en précision, permettez-moi de parler de ce qu'on appelle les résidus. Les résidus sont ces quantités-là qui n'ont pas pu être capturées par notre modèle. Ce sont les distances entre les points et le modèle. On appelle ces résidus-là les erreurs, ou l'erreur résiduelle. Donc les résidus sont les quantités qu'on n'a pas réussi à capturer avec le modèle, avec notre droite. Donc ça c'est notre droite, et il reste des résidus qui sont propres aux données et qu'on n'a pas pu capturer avec notre modèle. Donc les résidus, c'est ce qu'on n'a pas réussi à capturer avec notre modèle. Alors on verra, c'est important de garder en tête cette idée de résidus parce que il y a des hypothèses autour de ces résidus qui sont à respecter pour que notre modèle soit valide. Alors on a choisi une modélisation linéaire, c'est-à-dire sous forme de droite, mais rien ne nous y obligeait. La question nous donne le droit de choisir un modèle plus courbe si les données et l'interprétation le justifient. Alors, si on revient sur notre question, je reprends. Comment le montant de facture varie-t-il en fonction du temps passé sur le site? Je n'étais pas obligé de représenter cette variation sous forme de droite. J'aurais pu représenter cette variation sous forme de courbe. Donc, je suis libre de choisir le modèle qui me permet de cerner au mieux la réalité en fonction des données que j'ai. Mais là, j'ai choisi la régression linéaire simple. C'est un modèle très courant et qui se justifie bien dans ce cas-là. Et pédagogiquement, c'est un modèle très intéressant, évidemment. Alors, l'ANOVA, j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous sont familiers avec cette technique-là, peut être elle aussi perçue comme un modèle statistique. Donc, vous avez des variables explicatives et des variables à expliquer. Et là, dans le cas de l'ANOVA, les variables explicatives sont qualitatives. Je prends un exemple. Vous avez le salaire moyen pour les 3 origines, donc Terre, Pluton et Mars, et les différents points qu'on obtient. Donc ces points-là ne font pas partie du jeu de données, ce sont des points de notre jeu de données. Donc là, la seule différence avec la régression, c'est que la variable explicative, l'origine, sur l'axe des X, est qualitative. Donc dans le cadre de l'ANOVA, les variables explicatives, là où les variables explicatives sont qualitatives, on parlera un petit peu plus de ça la semaine prochaine. Le rond épais au milieu correspond aux moyennes de salaire. Et puis, les points bleus sont les données réelles. Là, encore une fois, on a une idée de modèle statistique, une idée de résidu, de part de précision qui n'a pas été soulevée par le modèle. Donc ce modèle peut être représenté de la sorte, et au niveau de l'équation, de cette sorte-là. On prend le salaire moyen est égal à la moyenne d'une modalité de référence, par exemple la Terre, plus un écart par rapport à la modalité du point considéré. C'est-à-dire là, le salaire moyen d'une personne de Pluton sera égal à la moyenne de la Terre, du salaire d'un terrien, plus cet écart-là. Donc voilà ce que mon modèle capture avec des paramètres. Donc j'ai un paramètre pour la moyenne de référence et j'ai 2 paramètres pour les écarts possibles avec cette moyenne de référence, donc Pluton et Mars. Voilà mon modèle. Et évidemment, il reste ce qu'on appelle les résidus. Donc les écarts des points bleus par rapport à notre modèle. Les écarts des données par rapport au modèle. Donc l'ANOVA, elle aussi, ne capture pas l'intégralité des données. Elle permet juste de mieux comprendre les choses, de mieux approcher la réalité des choses. L'ANOVA, la régression linéaire et l'ANCOVA font partie de ce qu'on appelle le modèle linéaire. Alors, comment estimer ces paramètres-là? Comment estimer les paramètres d'un modèle? Dans le cas de la régression linéaire simple, je reprends mon graphique de tout à l'heure avec les résidus. Alors la droite de régression, c'est celle qui minimise ces écarts-là, celle qui minimise ces résidus. Donc qui minimise les écarts des points par rapport à la droite. Ce qu'on cherche à faire quand on se lance dans un modèle,
un modèle spécifique, c'est vraiment de capturer un maximum de variabilité dans les données. Donc pour un modèle donné, les meilleures valeurs de paramètres sont celles qui minimisent la somme des carrés des résidus, ou la somme qui minimise les résidus qui mathématiquement sont pris sous forme de somme de carrés. C'est mathématiquement plus facile de les considérer sous forme de carrés plutôt que sous forme de résidus purs. Donc on cherche à minimiser la somme des carrés des résidus. Donc ça c'est la somme. Ça, ce sont nos paramètres, l'estimation de nos paramètres. Ça, c'est une somme. Et ça, ce sont nos résidus. Donc, les données Y moins la droite à x plus b élevée au carré. Donc, notre objectif d'estimation de A et B, pour ceux qui sont intéressés par l'aspect mathématique des choses, pour estimer A et B, il faut minimiser cette quantité-là. C'est ce qu'on appelle l'estimation par les moindres carrés. Alors, comment modéliser le montant de facture en fonction du temps passé sur le site dans XLStat? Alors voilà notre jeu de données. Et voilà XLStat, donc c'est un onglet supplémentaire qui se rajoute à Excel. Nos différentes fonctionnalités se trouvent dans ces menus déroulants-là. La régression linéaire et l'ANOVA d'ailleurs se trouvent en dessous de modélisation des données. Donc là voilà, les régressions linéaires. Dans les variables dépendantes, je vais prendre donc, c'est la variable Y ou la variable à expliquer, le montant de la facture. Pour la variable explicative, je prends le temps passé sur le site. Et pour le moment, je vais juste me contenter de ça. Je vais cliquer sur OK. Donc mon résultat s'affiche dans une nouvelle feuille Excel. Je vais élargir ça pour voir les chiffres. Alors je vais me focaliser dans un premier temps sur ce tableau-là, qui est vraiment très important. Les paramètres du modèle. La constante est le temps passé sur le site. Alors, la constante n'est autre que l'heure donnée à l'origine et le temps passé sur le site n'est autre que la pente. Je vais commenter ça sur la présentation. Alors voilà notre tableau de paramètres. Voilà notre B et notre A dans l'équation Y égale à X plus B. Ici, vous avez une estimation de B et de A par la méthode des moindres carrés. Donc la constante est égale à 244 et le temps passé sur le site est négatif, comme ce à quoi on s'attendait, donc moins 2,34. Ensuite, vous avez une équation, donc Y égale à X plus B, sauf que les paramètres A et B sont remplacés par leur valeur. Donc là j'ai B plus AX. Comme A est négatif, ça donne un moins. Donc Y égale 244 moins 2,35 fois X. Donc cette équation peut être utilisée pour prédire de nouvelles valeurs de montant de facture. Si on a un temps passé sur le site d'un nouveau client, on peut déduire facilement le montant de sa facture. Ensuite là, vous remarquez que vous avez des p-values. Alors vous vous souvenez de comment interpréter les p-values dans les tests. Les p-values sont associés à des hypothèses, H0 et HA. Dans ce cas-là, les hypothèses sont les suivantes. L'hypothèse H0, c'est que le paramètre est égal à 0. HA, le paramètre est différent de 0. Donc pour des p-values très très faibles, comme c'est le cas ici, on peut rejeter l'hypothèse H0 pour la constante et rejeter l'hypothèse H0 pour le temps passé sur le site. C'est-à-dire que ces paramètres-là, 244 et moins 2,3, sont significativement différents de 0. Donc ces paramètres-là sont significativement différents de 0 parce qu'on rejette l'hypothèse H0 selon laquelle le paramètre est égal à 0, la p-value étant très très faible. On prend un risque très faible de nous tromper en rejetant cette hypothèse-là pour chacun des paramètres.
Ensuite, nous avons des intervalles de confiance autour des estimations de paramètres. Alors, plus bas dans les résultats, vous observez ce graphique-là. Donc, montant de la facture en fonction du temps passé sur le site. Il s'agit du même nuage de points qu'on a vu tout à l'heure, plus le modèle, donc cette ligne noire qui est en plein milieu. Et ensuite, il y a plusieurs éléments qui viennent s'ajouter. D'abord, ce R carré là, 0,454, qui reflète la bonne adéquation du modèle aux données. C'est-à-dire, il reflète à quel point est-ce que les données sont proches du modèle. Plus les données sont dispersées autour du modèle ou autour de la droite, dans notre cas, plus le R carré sera faible. Et plus les données seront proches du modèle, plus le R carré sera élevé. Le R carré est compris entre 0 et 1. Ensuite, autour de cette droite, vous avez deux enveloppes. Une enveloppe de confiance qui est représentée en petit tiret gris et une enveloppe de confiance qui est représentée avec des traits pleins. Alors la première enveloppe de confiance, c'est l'enveloppe de confiance correspondant à l'estimation des paramètres, donc à l'estimation de cette droite-là. Et la deuxième enveloppe avec des traits pleins correspond à un intervalle de confiance de prédiction, c'est-à-dire 95% des nouvelles prédictions, si vous faites des prédictions, tomberont dans cette nouvelle enveloppe. Bon, avant de croire en la fiabilité de ce modèle, il faut vérifier certaines hypothèses sur les résidus. Donc un modèle linéaire n'est fiable que sous certaines hypothèses relatives aux résidus. Donc avant de passer là-dessus, je vais prendre vos questions. Une ANOVA doit être toujours utilisée quand les données suivent une loi de distribution normale. Si oui, comment ça s'explique que la plupart des analyses statistiques se font sans vérifier cette condition de loi normale? Alors, pour les modèles linéaires, il est recommandé effectivement de vérifier la normalité des résidus, donc que ce soit de la régression ou de l'ANOVA, et on va voir comment vérifier ça avec XLStat. Quelle est la différence entre régression linéaire et régression logistique? Je vais partir sur Internet. Vous avez un outil de choix d'outils de modélisation adéquats en fonction de vos données et de votre question. Donc lorsque vous avez des variables à expliquer quantitatives et des variables explicatives qualitatives, on vient de le voir, l'idéal serait de partir sur des ANOVA, à un facteur ou à plusieurs facteurs. Lorsque vous avez des variables à expliquer quantitatives et que vous avez des variables explicatives quantitatives, vous pouvez partir sur des régressions linéaires multiples ou régressions linéaires simples. Lorsque vous avez un mélange de variables explicatives, quantitatives et qualitatives, vous pouvez partir sur une ANCOVA. Alors lorsque vous avez une seule variable à expliquer qualitative, c'est-à-dire que ça c'est la variable que vous placez sur l'axe des Y. La variable à expliquer qualitative, l'idéal serait de partir sur une régression logistique, donc qu'il soit binomial ou ordinal. Donc la régression logistique permet de modéliser des présences ou des absences ou des variables du type 0,1. Donc ça peut être la présence-absence de maladies en médecine ou de pathologie. Ça peut être la présence ou absence d'une certaine plante ou un certain insecte en écologie. Ou le choix d'un produit par rapport au choix d'un autre produit en marketing. Donc voilà, quand vous voulez modéliser une variable qualitative binaire ou multinomiale, à plusieurs catégories, vous pouvez partir sur la régression logistique. La variable à expliquer est qualitative pour la régression logistique, alors qu'elle est quantitative pour la régression linéaire classique. Alors je vais continuer, et puis je prendrai la suite des questions à la fin du webinaire. Les hypothèses sur les résidus. Maintenant qu'on a généré notre modèle, on va voir à quel point est-ce que ce modèle est fiable, et on va, comme je vous l'ai dit, parler de cette histoire de normalité. Il y a plusieurs hypothèses à vérifier, mais les principales sont les suivantes. Les résidus doivent être indépendants, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une mesure par individu, une mesure par client.
Si vous avez deux mesures faites sur le même client, ces deux mesures risquent d'être assez proches les unes des autres parce qu'elles sont influencées par le fait qu'elles soient mesurées sur le même client dans notre cas. Donc les résidus ne doivent pas s'influencer les uns les autres. Donc ça c'est l'hypothèse d'indépendance. La normalité. Les résidus doivent suivre une distribution normale ou dite d'une manière un peu plus statistiquement correcte. La population dont sont extraits les résidus suit une distribution normale. Il ne faut pas qu'il y ait trop de valeurs hors normes dans les résidus. En général, pas plus de 5% de résidus hors normes. Et enfin, il faut respecter l'hypothèse d'homocédasticité, c'est-à-dire l'homogénéité de la variance des résidus. Comment vérifier tout ça d'une manière assez rapide? Alors voilà un conseil. Vous pouvez extraire le graphique des résidus en fonction des variables explicatives. Ce graphique-là, il existe dans votre rapport de résultats de régression que je vais pas ouvrir dans Excel-Stat. Je vais vous l'afficher juste ici. Mais faites-moi confiance, il est dans le rapport de résultats Excel-Stat. Donc voilà, vous prenez vos résidus, le graphique de résidus normalisé en fonction de votre variable explicative et vous essayez de voir s'il n'y a pas de tendance quelque part dans ces résidus. Grossièrement, il faut que les résidus soient répartis de manière homogène tout au long de la droite y égale 0, de cette droite-là. Ils doivent être répartis de manière homogène avec une plus grande concentration quand même au milieu. Donc, à partir de là, on peut dire que notre modèle est valide. Évidemment, il y a d'autres manières un peu plus précises d'évaluer ces hypothèses-là. Et je vous ai mis ces méthodes dans une des annexes dans ce document. Donc, je vous invite à consulter cette annexe-là. Donc, vous pouvez notamment effectuer un test de normalité sur les résidus pour voir si jamais ces résidus s'écartent significativement d'une distribution normale. Alors voilà des cas courants de violation des hypothèses pour les résidus. Donc si vous voyez ces patterns-là, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte dans les données, quelque chose d'important que vous ne prenez pas en compte. Premier cas, la violation de l'indépendance dans le cas de résidus autocorrélés. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais on a une sorte de zigzag ici dans les données. C'est-à-dire que ce résidu-là dépend de ce résidu-là, qui lui dépend de ce résidu-là, etc. Donc, pouvoir dessiner ce zigzag. Donc, ce résidu-là dépend plus de ce résidu-là que de celui-là, par exemple. Donc, là, on dit que les résidus sont dépendants les uns des autres. On parle d'autocorrélation. Donc, ce type de phénomène s'observe souvent dans des séries temporelles avec périodicité. C'est-à-dire quand vous avez le temps sur l'axe des X et que vous êtes en train de suivre un phénomène saisonnier et que vous étudiez l'effet du temps sur ce phénomène saisonnier. Un autre cas de violation courant, la violation de l'homocédasticité ou de ce qu'on appelle aussi l'hétérogénéité de la variance. Ça s'observe souvent quand vous prenez l'âge en tant que variable explicative et que vous mesurez que vous essayez d'expliquer une variable morphologique dans un animal, une plante ou un être humain. Je vais prendre un exemple très bête. Si vous cherchez à étudier la taille d'êtres humains en fonction de l'âge, les bébés ont des tailles beaucoup plus standards que les adultes. Donc ce qui donne ce phénomène un petit peu conique, qui fait que votre modèle n'est plus vraiment très fiable. Les estimations des coefficients de votre modèle ne sont plus vraiment très fiables. C'est le cas où la variance est fonction de la moyenne, par exemple, dans ce cas-là. Alors voilà quelques solutions aux violations des hypothèses sur les résidus. À réfléchir aux valeurs hors normes. Est-ce que les valeurs, si vous avez des valeurs hors normes, est-ce que vous avez fait une erreur de saisie ou est-ce que les individus en question font vraiment partie de la population d'intérêt ou ce sont des individus excentriques que vous n'aimeriez pas prendre en compte dans votre analyse? Vous pouvez aussi transformer vos données Y ou X. En général, on transforme plutôt les données en Y.
c'est-à-dire les variables à expliquer. Alors, les types de transformations possibles et courants sont log, racine carrée et box-cox. Donc souvent, ça permet de calmer un petit peu les résidus, de les rapatrier vers une distribution normale. Souvent, mais il faut évidemment revérifier à chaque fois. Donc vous transformez vos données et puis vous relancez votre modèle. Nous optez pour un modèle un peu plus adapté, par exemple un modèle non linéaire ou un modèle de Poisson. Alors ça, pour savoir de quoi il s'agit, je vous invite à consulter le guide de choix de modèles statistiques que je viens de vous montrer, dont vous avez un lien dans le PDF. Si vous avez un phénomène d'autocorrélation, vous pouvez opter pour un modèle de Cochrane-Urquhart qui est disponible dans Excel-Stat Forecast. Régression linéaire multiple. Alors maintenant qu'on a vraiment exploité la régression linéaire simple de fond en comble, on va rajouter des coefficients, on va rajouter des paramètres, on va rajouter des variables explicatives, quantitatives dans ce cas. Et donc j'avais une question, il me semble, de pourquoi est-ce qu'on n'a pas inclus d'autres variables de notre tableau de données en tant que variables explicatives. Là, on va le faire dans le cadre de cette régression linéaire multiple. Donc la différence entre régression linéaire simple et multiple, c'est que dans la simple, on n'a qu'une seule variable explicative. Dans notre cas, c'était le temps passé sur le site. Dans le cas de la multiple, on évalue l'effet de plusieurs variables explicatives de manière linéaire. Alors, il y a des mises en garde. En dehors des hypothèses sur les résidus, il y a d'autres mises en garde qu'il faut prendre en compte dans le cadre de la régression multiple. Le surajustement et la multicollinéarité. Alors, de quoi s'agit-il? On va rajouter des variables explicatives dans notre modèle. Donc, on va parler de régression linéaire multiple, y égale ax1 plus bx2 plus cx3, etc. Ajouter des variables explicatives va augmenter évidemment le R carré. Donc, va augmenter la qualité prédictive du modèle et va augmenter notre chance de rassembler nos points autour du modèle. On aura une moins forte dispersion des points autour du modèle. Par contre, il ne faut pas inclure beaucoup trop de variables explicatives. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des modèles trop ajustés sur nos données particulières et par conséquent peu généralisables. Vous imaginez si vous avez un modèle qui est calculé pile poil sur vos données, si votre modèle passe vraiment par chacun des points. Imaginez vous avez un nouveau point avec tout ce qu'il a de plus aléatoire et de plus turbulent. Il va pas pouvoir venir se coller correctement à votre modèle parce que votre modèle est trop surajusté sur un certain jeu de données, un tout petit jeu de données que vous avez rassemblé à un certain moment. C'est pour ça qu'il ne faut pas inclure beaucoup trop de variables explicatives pour éviter ce surajustement. Et quand je dis pas beaucoup trop de variables explicatives, c'est par rapport au nombre d'individus que vous avez, au nombre de points que vous avez. Alors, comment gérer un petit peu ça? Vous pouvez calculer un indice de qualité du modèle qu'on appelle l'AIC, ou IKK Information Criterion. Alors, cet AIC, c'est un compromis entre bon ajustement aux données et faible nombre de paramètres. Si vous arrivez à avoir un faible nombre de paramètres ou de coefficients, mais en revanche une bonne adéquation quand même à vos données, vous tombez sur un AIC, un bon AIC. Un bon AIC, c'est un AIC qui est faible, un indice AIC qui est faible. Alors l'indice de qualité de modèle AIC permet de contrôler un compromis, bon ajustement aux données d'un côté et faible nombre de paramètres de l'autre. Et attention, l'AIC est un indice de qualité qui est relatif, donc à utiliser uniquement pour comparer des modèles entre eux. L'AIC d'un modèle dans l'absolu, pris tout seul, n'a pas vraiment de sens. C'est le modèle, parmi les modèles que vous comparez, le modèle qui a l'AIC le plus faible est le meilleur. Donc si vous prenez un modèle avec 4 paramètres, un autre modèle avec 2 paramètres, c'est celui qui aura l'AIC le plus faible qui sera le meilleur. Mais il faut toujours comparer les AIC entre eux et pas prendre la valeur d'AIC d'un seul modèle à part et décider à partir d'une seule valeur d'AIC si votre modèle est bon ou pas. En fin de compte, c'est vous qui choisissez l'outil de modélisation.
Et il n'y a pas un modèle idéal qui colle à des données. C'est juste vous qui choisissez un modèle, une manière idéale de comprendre un phénomène. C'est pour ça que l'AIC, ça permet de comparer vos différentes idées à vous. Deuxième mise en garde, attention aux variables redondantes, ou à ce qu'on appelle aussi la multicollinéarité. Donc, certaines variables très corrélées peuvent se masquer les unes les autres dans l'évaluation de leurs effets. On parle là de multicollinéarité. Alors, si je prends par exemple la température du jour et la température de la nuit, et le poids et la taille. Si vous introduisez, par exemple en médecine, je ne sais pas, vous voulez essayer de prédire un certain indice, et vous prenez le poids et la taille en tant que variable explicative pour estimer des paramètres de poids et de taille et leur influence sur cet indice-là. Alors le poids et la taille sont deux paramètres qui sont très corrélés. Donc ils vont être un petit peu en compétition dans la régression et ça va dérégler un petit peu mathématiquement l'estimation de leurs effets. C'est pour ça qu'il faut éviter en régression multiple, lorsque votre but est d'estimer des influences de paramètres sur une sortie, sur une variable à expliquer. Il faut éviter les variables qui sont trop corrélées, il faut éviter ce qu'on appelle la multicollinéarité. Et ça peut se contrôler grâce à un indice qui s'appelle le VIF. À partir d'un certain seuil, vous dit qu'une variable est trop redondante avec les autres variables explicatives. Alors, certaines personnes prennent le seuil de 5. Alors, évitez trop de variables et évitez trop de variables corrélées en régression linéaire multiple. Peut-être que ça vous paraît encore un petit peu flou à ce stade, mais avec la pratique que je vais vous exécuter tout de suite devant vous, ça va peut-être être un petit peu plus clair. Donc, je reprends une nouvelle question sur ce jeu de données-là. Quelles variables, parmi ces variables-là, taille, pointure, poids, temps passé sur le site, ont la meilleure influence linéaire sur le montant de la facture? Donc ça, ce seront mes variables explicatives, et le montant de la facture, ce sera ma variable à expliquer. Peut-on prédire le montant de facture de 2 nouveaux clients? Alors, mon jeu de données, le voilà. Voilà mes variables, et puis j'ai des informations relatives à 2 nouveaux clients qui sont là et qui ont des données relatives à leur taille, leur pointure, leur poids, leur temps passé sur le site, mais ils n'ont pas encore passé commande. Je cherche à prédire un petit peu, grâce à un modèle de régression linéaire multiple, quel sera le montant de leur facture. Je vais aller dans modélisation des données et régression linéaire de nouveau. Hop, je réinitialise tout ça. Donc voilà la boîte de dialogue de régression linéaire. Là encore, je cherche à expliquer le montant de la facture. Je cherche à l'expliquer à travers le taille, la pointure, le poids, le temps passé sur le site. Alors il y a différentes options que je peux prendre en compte. Une sélection de modèles, par exemple, par rapport au meilleur AIC. Mais bon, je vais pas travailler là-dessus pour le moment. Dans les sorties, très important, je vais cocher ça, les statistiques de multicollinéarité. Je clique OK dès que je suis prêt. Et voilà mes résultats. Donc je vais me focaliser tout d'abord là-dessus. Les statistiques de multicollinéarité. Alors XLStat calcule 2 indices de multicollinéarité associés à chacune des variables explicatives, la tolérance et le VIF. C'est très simple, le VIF c'est l'inverse de la tolérance. Il y a certaines personnes qui préfèrent travailler sur la tolérance, d'autres sur le VIF. VIF qui veut dire en anglais Variance Inflation Factor, le facteur d'inflation de la variance. Alors certains auteurs disent qu'un VIF supérieur à 5 indique une variable trop redondante avec le reste. Alors regardez ces VIF-là, 2233 et 2241 associés à la taille et au poids. Ce sont des VIF très très gros. C'est-à-dire que la taille est redondante avec ce paquet et le poids est redondant avec la taille, la pointure, le temps passé sur le site.
Bah là, on voit un petit peu typiquement l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Le poids et la taille sont des variables très redondantes, elles sont très corrélées. C'est un petit peu dangereux de les introduire dans un modèle de régression multiple. Si votre but est d'estimer vraiment les effets de la taille, de la pointure et du poids, du temps passé sur le site, sur le montant de la facture. Je vous recommande dans ce cas-là de refaire le calcul en excluant une des deux variables. Donc je vais prendre le poids par exemple, ou la taille. Ouais, ce sera plus simple pour la sélection. Alors autre chose avant que je relance le calcul, sachez qu'ici vous avez un tableau qui affiche l'AIC, le fameux indice, et le R carré, et plein d'autres indices d'ajustement et de qualité du modèle plutôt. Alors là, l'AIC en soi, je peux pas trop l'interpréter parce que je n'ai qu'un seul modèle, mais j'aurais pu calculer d'autres modèles avec avec plus de variables ou avec moins de variables et comparer les AIC les uns avec les autres. Là, je vais relancer mon modèle en excluant la taille pour voir si la multicollinéarité est corrigée. Donc, je vais retourner sur ma régression linéaire. Ce bouton-là, c'est un historique des fonctionnalités que j'ai utilisées. Donc, je reprends en régression linéaire. Et là, au lieu de prendre tout ce paquet de variables, je vais prendre que la pointure, le poids et le temps passé sur le site en tant que variable explicative quantitative. Je clique OK. Et voilà, regardez, mes statistiques de multicollinéarité sont beaucoup plus sympas. J'ai que des VIF en dessous de 5. Alors, pour l'interprétation du tableau de paramètres, cette fois-ci, donc là, c'est exactement la même chose. J'ai un coefficient par paramètre, une ligne par paramètre. Donc la constante, l'ordonnée à l'origine. Et une estimation donc par variable explicative. Donc la valeur de pointure du coefficient de pointure est négative. La valeur du coefficient de poids est positive. Le temps passé sur le site est négative. Et j'ai une seule p-value, j'ai deux p-values qui sont significatives. Donc l'ordonnée à l'origine et la p-value associée au poids. Ça veut dire que le poids a un effet significatif sur le montant de la facture et cet effet significatif est positif. J'ai un effet négatif de la pointure et du temps passé sur le site, mais ces effets-là ne sont pas significatifs parce que la p-value est assez forte. Donc voilà comment interpréter ce tableau de paramètres. Alors, comment faire des prédictions cette fois-ci? Donc, je passe dessus rapidement. Donc, on devait prédire le montant de facture associé à ces deux personnes-là. Je vais retourner donc dans la régression linéaire. Là, les choses sont encore bien paramétrées comme je les ai laissées. Donc, dans prédiction, je vais cocher prédiction et je vais prédire en utilisant ces trois variables-là. Souvenez-vous, j'avais exclu la taille tout à l'heure et je vais donner des libellés à mes observations. Voilà. Tout en bas du rapport de résultats, j'ai mes prédictions. Alors voilà. Le montant de facture probable de Carmen, prédit de Carmen est de 138 et celui de John est de 234. Et là, évidemment, vu que ce sont des prédictions et qui sont incertaines, j'ai des intervalles de confiance autour de ces prédictions. Donc, borne inférieure, borne supérieure. Alors, pour conclure, quelle méthode de modélisation choisir? Selon le type de variable à explicative, il y a plusieurs solutions possibles qui sont affichées donc, sur le lien que je vous ai montré tout à l'heure et qui est accessible depuis ce bouton-là. Alors, si je reviens sur cette question de la taille, pour résumer, on vous demande quelle est la taille des Français. Il y a différentes manières de répondre à cette question. Chaque manière correspond à un modèle. La taille des Français, on est tous d'accord, c'est la variable à expliquer. Leur taille a telle moyenne plus ou moins tel écart type. Donc ça, c'est résumer les choses avec une moyenne, un écart type. J'aurais pu aussi résumer les choses en disant elle dépend de l'origine géographique. Donc là, on partirait sur une ANOVA à un facteur parce que l'origine géographique est une variable qualitative, explicative. Elle dépend linéairement de l'âge. Donc
Donc là, dans ce cas-là, je partirai sur une régression linéaire simple. Elle dépend linéairement de l'âge et de l'origine. Là, je pourrais partir sur une ANCOVA. L'ANCOVA mélange des variables explicatives, quantitatives et qualitatives. Elle dépend linéairement de l'âge et de la taille du pair. Là, j'ai deux variables explicatives quantitatives, donc régression linéaire multiple, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une multitude de modèles que vous pouvez utiliser pour répondre à une question. Vous pouvez évidemment extraire un AIC de chacun de ces modèles et puis comparer les AIC entre eux. En somme, la modélisation permet d'examiner le comportement de variables dites à expliquer en fonction de variables dites explicatives via une équation mathématique impliquant des paramètres et de faire des prédictions grâce à cette équation. Et attention, les modèles linéaires classiques sont valables uniquement sous certaines hypothèses portant sur les résidus, normalité, homocédasticité, absence d'autocorrélation. Et attention aux problèmes liés à l'introduction d'un trop grand nombre de variables explicatives, surajustement et multicollinéarité. Alors merci beaucoup pour votre attention. Tous les outils vus dans cette session sont disponibles dans toutes les solutions Excelstat sauf la Free. Vous pouvez télécharger la version d'essai d'Excelstat de 30 jours en cliquant ici ou découvrir notre produit en cliquant là. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine session la semaine prochaine sur l'ANOVA. On va entrer un petit peu plus dans le détail de l'ANOVA. J'espère pouvoir vous parler la semaine prochaine et je vais répondre à la suite de vos questions. Si même en transformant en log, on n'entre toujours pas dans les conditions de loi normale, y a-t-il des tests non paramétriques pour remplacer la régression ou l'ANOVA? Alors pour la régression, je vous recommande de partir sur une corrélation de Spearman en non paramétrique. Et pour l'ANOVA, à un facteur, je vous recommande de partir sur un test de Kruskal-Wallis. Alors ce sont deux outils qui sont disponibles dans Excelstat. Vous avez des tutoriels là-dessus sur le web. Lorsque on voit des points qui sortent des intervalles de confiance par rapport à la régression proposée, faut-il supprimer ces points, relancer une nouvelle analyse? Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à ces points. Est-ce que ce sont des points importants dans notre recherche? Et pourquoi est-ce qu'ils sont tellement hors normes? S'ils sont hors normes et qu'ils sont importants dans notre estimation, il vaut mieux les garder. Évidemment, s'ils sont pas trop nombreux. Mais si vous pensez que c'est une erreur de saisie ou si vous n'êtes pas certain d'avoir bien mesuré les choses, dans ce cas-là, vous pouvez les éliminer si ça n'a vraiment pas de conséquences graves sur votre étude. Excelstat Forecast se trouve où, s'il vous plaît? Excelstat Forecast, c'est une solution Excelstat qui comprend entre autres l'analyse de données temporelles et ces analyses-là se trouvent là-dedans. Donc en fonction avancée, analyse de série temporelle. Et donc là-dedans, vous avez différents tests d'analyse de données temporelles, notamment le modèle de Cochrane-Orcutt qui permet de prendre une certaine corrélation temporelle. Quand utilise-t-on une transformation des données avec une loi normale? Lorsque vos résidus ne suivent pas vraiment, la population de vos résidus ne suit pas vraiment une distribution normale, vous pouvez procéder à une transformation de vos données Y et puis retenter un modèle, voir si vos résidus se rapprochent de la normalité. Pouvez-vous expliquer les variables explicatives et dépendantes et variables qualitatives et quantitatives? Alors si vous allez là-dessus, donc dans régression linéaire, vous avez remarqué qu'effectivement, il est possible d'introduire des variables quantitatives et qualitatives. Alors, faites attention au titre de la boîte de dialogue quand je vais cocher qualitative. Hop, là on passe sur une ANCOVA. Alors l'ANCOVA permet d'introduire un mélange de variables quantitatives et qualitatives explicatives. Si je décoche quantitative, on passe sur une ANOVA. L'ANOVA permet de modéliser une variable quantitative en fonction de variables explicatives qualitatives. Est-ce raisonnable de faire des prédictions avec un modèle dont toutes les variables ne sont pas significatives au risque considéré? Je dirais que non. Non, parce que probablement que votre R carré sera très faible et aura
et votre modèle aura un pouvoir prédictif assez médiocre. Pour remplacer l'ANOVA à 2 facteurs en test non paramétrique, alors malheureusement, je ne connais pas de test qui permet de faire un test non paramétrique pour remplacer l'ANOVA à 2 facteurs. Alors une solution serait de combiner les modalités des 2 facteurs et d'en faire un seul facteur du coup et de lancer un test de Kruskal et Wallis. Alors, a priori, j'ai fini la liste de questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et j'espère vraiment pouvoir vous parler de nouveau la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.